Au nom du REFAD, là, en tant que membre de l'exécutif du conseil d'administration, toujours en remplacement intérim pour les ateliers technopédagogiques de Alain. Donc, ce matin, c'est moi qui vais, ce midi, excusez, c'est moi qui vais introduire l'atelier ainsi que je vais m'assurer, comme la semaine dernière, de faire le suivi des questions dans le clavardage et d'interrompre Joanne le moment venu, s'il y a une question pertinente par rapport au contenu actuel. Ça se pourrait qu'il y ait certaines questions que je conserve plus pour la fin de l'atelier dans la période de questions. Par contre, pour créer un peu d'interactivité, je vais quand même interrompre Joanne quelquefois pour poser des questions. J'ai partagé dans le clavardage le PDF de la rencontre d'aujourd'hui. Puis aussi, je vais partager tout de suite après le document d'évaluation de l'atelier d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je remercie Joanne de participer à cet atelier-là et je remercie tout le monde de s'être inscrit encore une fois. Il y a beaucoup de monde quand même d'inscrits, beaucoup de monde aussi qui le verront en rediffusion. Donc, c'est super motivant tout ça. Alors, Joanne est enseignante agréée de l'Ontario. Elle est aussi conceptrice pédagogique au Centre Franco, certifiée en développement curriculaire et en formation des adultes. Elle est conceptrice et rédactrice de matériel pédagogique et andragogique depuis plusieurs années. Elle a été conseillère pédagogique lead pour l'équipe tactique du service de formation professionnelle du Centre Franco, accompagnant une équipe travaillant avec des conseils scolaires et des écoles dans le virage vers une pédagogie participative soutenue par les technologies. Auparavant, Joanne a été titulaire de classe à l'élémentaire. Elle a œuvré en éducation de l'enfance en difficulté et a été formatrice provinciale en apprentissage électronique au CAFLO. CAFLO, oui, que j'ai toujours un peu de difficulté à dire. Donc, aujourd'hui, elle va nous entretenir sur les modèles et approches pour favoriser l'engagement des apprenantes et des apprenants en formation à distance. Donc, Joanne, je te cède la parole. Parfait, merci Kim. Alors, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, oui, dans la petite heure, un petit peu plus qu'une heure qu'on est ensemble, on va parler des modèles, approches pour favoriser l'engagement des apprenantes et des apprenants. Je vais tout de suite mettre un petit bémol sur la formation à distance, mais je vais dire l'apprentissage à distance parce qu'on a élargi un petit peu plus grand que juste la formation à distance, mais vraiment au niveau de l'apprentissage à distance. Donc, premièrement, bien, c'est ça. Moi, je travaille au Centre Franco. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui peut-être ne connaissaient pas le Centre Franco, donc c'est un organisme ontarien et on œuvre justement dans le monde de l'éducation, principalement en Ontario. Donc, le Centre Franco, c'est un organisme qui travaille principalement en Ontario, mais aussi au Canada français. Donc, je vais juste changer ici. Notre rôle, vraiment, on est un partenaire stratégique qui fournit des produits, des services, des ressources pédagogiques et de l'accompagnement aussi pour contribuer à l'essor de l'éducation francophone ou de l'éducation en langue française partout au Canada. Qu'est-ce qu'on fait principalement? Bon, bien, on fait plein de ressources, alors toutes sortes de ressources. Je vais vous mettre le site du centre ici, donc je vais copier mon lien. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Donc, la grande partie de notre travail se trouve au niveau de la création de ressources, de toutes sortes de ressources variées au niveau du numérique principalement. Donc, on a vraiment pris le virage vers le numérique dans les dernières années. On fait encore quelques ressources papier, mais de moins en moins. Donc oui, je disais qu'on est beaucoup davantage dans les ressources numériques et un des gros morceaux de ce qu'on fait au centre, ce sont les cours en ligne, donc les cours que les élèves de la 9e à la 12e année, principalement un peu 7e et 8e en Ontario, suivent à distance. Donc, le gros de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on utilise dans la conception de ces cours-là. On a aussi une petite portion de notre travail qui autre que je vais vous présenter justement aujourd'hui, c'est au niveau de ce qu'on fait pour les cours en ligne, mais il y a quand même une bonne portion de ce qu'on fait qui est la formation. Donc, on a vraiment développé dans les dernières années principalement
de quelques séries d'auto-formation. Donc, on va avoir la chance de voir un peu comment on s'y prend pour faire ceci. Donc, au départ, quand on commence à faire la création d'une ressource ici au centre, le modèle qu'on utilise depuis quelques années, qui nous a été inspiré là, il y a 7-8 ans de Ewan McIntosh, si vous connaissez peut-être. Donc, le processus de conception, on le fait par une immersion par le design thinking ou un certain processus de design thinking. Donc, on a nos 5 étapes. On a premièrement la découverte, on a l'interprétation, conceptualisation, expérimentation et ensuite l'évolution de la ressource. Donc, commençons avec la découverte et l'interprétation. Premièrement, c'est au départ, quand on a un projet qui nous arrive, on va commencer par vraiment voir qu'est-ce qu'on doit connaître par rapport au projet, qu'est-ce qu'on sait déjà, quelles autres données on aurait besoin de savoir pour être capable de cibler vraiment ce qu'on veut faire comme projet. Donc ici, on commence toujours un peu plus large. Donc, notre processus d'immersion au départ va être beaucoup plus large que le projet et pour ensuite vraiment aller de plus en plus spécifique pour avoir une idée au niveau de comment on va conceptualiser ce projet-là ou cette ressource. Quand on parle au niveau vraiment de la découverte et de l'interprétation vraiment du projet qu'on reçoit, on va regrouper ici un groupe d'experts, de concepteurs et autres personnes qui pourraient venir nous enrichir par rapport à l'angle qu'on veut prendre pour le projet, la ressource qu'on veut créer. Donc, à cette première séance ici d'immersion dans laquelle on fait plutôt la découverte et l'interprétation, on va inviter des experts de matière. Il va y avoir habituellement moi-même, peut-être un chargé de projet si la personne qui va vraiment prendre en charge le projet. Dépendamment de la nature de la ressource, ça pourrait être aussi des programmeurs si on va plus dans une ressource qui est de jeu, de gamification. Alors, on va aller chercher toutes ces personnes-là. Si c'est des gens peut-être aussi dans le milieu, si on a une ressource, par exemple, je pense à un projet qu'on a fait sur la santé mentale. Donc, on est allé chercher des gens qui travaillent sur le terrain. Puis, on a rassemblé tout ce monde-là ensemble dans une séance qu'on appelle la séance de conception. Et pendant cette séance de conception-là, ce qu'on fait, c'est différentes activités qui reviennent à mon image de tantôt, là, où on va élargir un peu qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qui serait bien de voir dans une ressource comme celle-là, dans un projet comme celle-là, pour ensuite aller vraiment cibler qu'est-ce qu'on va faire avec les apprenants et les apprenantes. Donc, on a différentes façons de faire ceci, donc différentes stratégies ou différentes activités. Donc, je vous en partage quelques-unes. On a plus que ça, mais je vais vous en parler un petit peu des autres. Mais les principales qui sont vraiment, qui nous aident vraiment à aller chercher le cœur de ce qu'on veut savoir par rapport au projet, c'est l'entrevue. La première, qui est souvent la première chose qu'on fait dans ces séances-là. Donc, pendant l'entrevue, ce sont on jumelle les personnes 2 à 2 et une personne va prendre des questions, va poser des questions et l'autre va répondre aux questions. Et ici, vraiment, ce n'est vraiment pas une discussion, mais c'est vraiment juste j'écoute, je prends des notes et on change. Et habituellement, on pose la question soit de parler d'une expérience ou de parler de son rôle dans une certaine organisation, de parler de son expérience par rapport à l'apprentissage de. Donc, on donne un sujet qui se rapporte à la ressource qu'on veut créer et la personne partage son expérience. On ressort beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on veut aller toucher dans la ressource, dans le projet. Et puis, ici, on est capable de vraiment avoir une belle vue d'ensemble de où on veut aller. Donc, c'est vraiment une activité qui est très intéressante et très enrichissante pour nous donner à nous, à la conception, de l'information pour bien partir de notre projet. Ensuite, si tu veux passer à la prochaine, Kim, la deuxième activité qu'on fait qui est très de très grande valeur, je vais le dire comme ça pour nous, c'est la carte empathie. Et c'est vraiment l'idée où tous les gens qui sont réunis à la session de conception ou à la séance d'immersion vont prendre le temps de penser à ce que la personne qui va
suivre le cours ou participer à la formation ou être l'apprenant ou l'apprenante de l'autre côté. Donc, qu'est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle va ressentir? Qu'est-ce qu'elle va voir? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va entendre? Donc, on prend le temps de vraiment se mettre dans les souliers de l'apprenant ou de l'apprenante qu'on vise avec la ressource pour ensuite être capable de dire ben, comment elle se sentirait, cette personne-là, ou il se sentirait. C'est une activité qui se fait individuellement. Donc, chaque personne qui est présente à la séance d'immersion ou de conception fait sa propre carte d'empathie. Habituellement, ce qu'on fait à la fin de cette période-là, c'est quand même faire un retour de groupe pour ressortir les idées principales où les gens peuvent partager s'ils le veulent ou non. Donc, s'ils le veulent, on force pas les gens à partager, mais on ramasse par la suite les cartes d'empathie. Ça nous donne beaucoup d'informations par rapport à comment on perçoit, devrait concevoir ce qu'on devrait créer de la perspective de l'apprenant. Donc, c'est une activité qui est encore, c'est dans la partie là, de la grosse bulle là, de l'image que je vous ai montrée tantôt, où on va chercher l'information, mais qui nous permet vraiment de cibler comment je vais aller chercher mon apprenant, parce que comment je veux qu'il se sente, qu'est-ce que je veux qu'il voit, comment est-ce que je veux qu'il perçoive l'apprentissage qu'il va faire. Donc, ça, c'est vraiment une autre activité très intéressante en début de projet pour nous. Et la prochaine activité que je partage avec vous, c'est le cercle de partage sur le contexte. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler de la stratégie pédagogique là, de cercle de partage dans différents contextes. Donc, si on reprend cette stratégie-là au niveau du contexte de la ressource qu'on va créer ou du cours qu'on est en train de créer. Donc, on prend quelques instants individuellement pour penser au contexte dans lequel cette ressource-là ou ce cours-là, cette formation-là, là, quand je dis ressource, vous êtes capable d'extrapoler, je suis certaine. Donc, ça va se servir comment? Ça va être utilisé dans quel contexte? Ça va être présenté dans quel contexte? Les apprenants, les apprenantes vont être dans quel contexte? Ils vont avoir à suivre ce cours-là ou apprendre cette formation-là. Et ensuite, on partage en grand groupe. Simplement ici, si on a besoin, on va donner peut-être une petite phrase pour déclencher la discussion. Donc, par exemple, dans mon école, dans mon organisation, telle chose ou telle façon, ça se vit comment, voici comment un élève prend tel cours, voici comment le personnel de mon école fait son développement professionnel en tant que, par exemple, conseillère pédagogique, moi je vois telle chose en tant que administrateur, par exemple, moi je vis telle chose. Donc, ça nous donne vraiment une vue d'ensemble du contexte dans lequel la ressource va être utilisée, puis dans quel contexte aussi les apprenants vont utiliser cette ressource-là. Et ça nous guide dans la façon dont on va la conceptualiser. Donc, ici, tu peux passer à la prochaine. Donc, on est vraiment, puis je sais que c'est pas juste la diapo, mais l'image aussi est un peu floue parce que j'avais pas l'image initiale pour certaines raisons. Donc, découverte et interprétation, c'est vraiment là où on en est, dans ce stade-là de ces activités-là qu'on propose à ce groupe de personnes-là qu'on a rassemblées ensemble autour d'une même table. Parfois, dépendamment de la nature de ce que les gens qui sont à la table vont faire, on va parler ensuite, on va commencer là à aller dans notre petite bulle un peu plus petite et parler de ressources qui existent déjà peut-être par rapport au projet qu'on veut produire. Aussi, on va peut-être aller rester certaines idées. Donc, on a une activité qui s'appelle le sprint d'idées où en 5 minutes, on essaie de penser le plus d'idées possible qu'on va mettre sur la table. Il y a aussi la possibilité de commencer quelques conceptions, je vais dire visuelles, de qu'est-ce qu'on voit. Et là, on commence à s'en aller là, tranquillement vers la conceptualisation, toujours avec notre plus grand groupe d'experts. Donc ça, c'est la première étape qu'on va vivre habituellement quand on commence un nouveau projet, quand on commence la création d'une nouvelle ressource. On va commencer par se pencher sur ça. Par la suite, là, on se rencontre en plus petits groupes qui va être habituellement
la conceptrice ou le concepteur pédagogique s'occuper du projet ou qui va être lead du projet, la personne qui va rédiger, peut-être un expert de matière, ou de nature de projet, et peut-être aussi un programmeur ou une personne au niveau du design graphique, là, dans la part de la nature du projet. Donc, ensuite, on recommence un petit peu la suite du processus avec l'équipe réduite qui va travailler davantage à la conceptualisation et à la réalisation du projet. Donc, si tu veux passer à la prochaine, on peut aller à la prochaine. Merci. Donc, à ce point-ci, c'est là où on commence à vraiment, on a une bonne idée d'où on en est par rapport à ce qu'on a à produire. On connaît bien les apprenants avec qui on va travailler ou pour qui on doit créer quelque chose. On connaît bien aussi le contexte dans lequel ils vont l'utiliser. On a commencé à avoir une bonne compréhension du sujet avec nos activités qu'on a fait pendant la séance d'immersion ou de conception. Là, ça dépend du projet. Donc là, on commence vraiment à penser à comment on va mettre le tout en œuvre. Donc, ici, au centre, on utilise quand même plusieurs types d'activités interactives qu'on a créées au cours des années. Donc, en ce moment, on a une banque d'activités vers laquelle on se tourne plus régulièrement, puis on essaie de augmenter cette bande-là. Comme vous voyez, ma connexion Internet est pas la meilleure ici, donc j'aurais aimé vous montrer ces choses-là en les partageant, mais c'est certain que ça n'aurait pas fonctionné, donc je vous ai mis des exemples. Donc, on a la possibilité d'utiliser des images interactives, donc où on a une image de fond, puis on clique dessus, on fait des vidéos d'animation avec différents personnages. On a aussi nos vidéos, nos bandes dessinées interactives, donc une bande dessinée sur laquelle on clique et on peut changer un petit peu le parcours qu'on prend, où il y a des questions qui apparaissent, donc dépendamment de l'interactivité qu'on veut lui donner. On a aussi, bien entendu, des jeux simples, des questionnaires, des jeux de devinettes d'association, donc toute cette série-là qui peut être exploitée. Et on a un petit peu semblable aux images interactives, mais poussé un peu plus loin pour augmenter l'interactivité. On a des menus interactifs, donc où on a appelé ça il y a quelques années des univers interactifs, où on immerse un peu plus l'élève ou l'apprenant. Ici, c'était des élèves, c'était au niveau de 7e, 8e année, donc 13 ans, dans des mondes créer où on peut cliquer différentes interactions ici et puis différentes activités qui viennent. Donc, à ce moment-ci, on commence, nous, sachant les possibilités qu'on a et ensuite connaissant comment fonctionnent nos différentes ressources que je vous présente par la suite, à décider qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on veut comme élément. On s'en irait vers où là, au niveau de la création de cette ressource-là. Donc, on va se faire une liste. Je pense qu'il va y avoir de ça, je pense qu'il va y avoir un peu de ça. Peut-être qu'on mettrait une bande dessinée, peut-être qu'on mettrait une infographie interactive pour, par la suite, aller à ce que nous, on appelle la micro-planification, qui est vraiment détailler toute notre ressource. Donc, c'est un petit peu notre processus. Maintenant, au niveau des ressources qu'on a créées, donc pour toutes les ressources qu'on va créer, on va utiliser le même processus à peu près. C'est sûr qu'on l'adapte selon la ressource. Donc, ce que je veux vous présenter là, pour les prochaines infos, c'est vraiment de vous montrer au niveau des différents types de ressources qu'on a créées ou qu'on crée ici au Centre Franco. Donc, une des ressources qu'on crée le plus, c'est les cours en ligne. Donc, c'est un gros morceau de notre création de ressources. Et principalement les cours en ligne de type modulaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des cours en ligne de type modulaire? On a développé une façon de fonctionner où on fait une planification en cascade qui devrait
et puis essaie de susciter la pensée critique. Donc, on a travaillé, et pour peut-être que vous connaissez l'organisme ici en Ontario qui s'appelle le TC2, donc the Critical Learning Consortium. Donc, il y a quelques années, on a travaillé avec eux pour développer vraiment nos façons de faire au niveau de poser des questions et de créer des activités qui vont susciter la pensée critique. Donc, nos cours en ligne de type modulaire s'alignent avec ces façons de faire-là. Et dans nos cours en ligne de type modulaire aussi, on a toujours une vidéo d'introduction qui va mettre la table pour l'apprentissage qui vient et aussi des éléments déclencheurs dont je vous parle un petit peu plus loin. Donc, si tu veux changer de diapo, Kim. Donc, quand je vous parle de planification en cascade pour susciter la pensée critique, je sais peut-être à l'écran clair, mais je suis certaine que quand vous allez recevoir la présentation ou si vous l'avez déjà cherché là, dans le clavardage, vous allez pouvoir voir que comment on fonctionne dans cette ressource-là, c'est qu'on a une cascade justement de questions. On commence avec une grande question pour chaque module. Donc, on va diviser, par exemple, notre cours qu'on doit donner. Donc, si on donne un cours de français, par exemple, et on va diviser ce cours-là en 4 ou 5 modules. Et chaque module va avoir une grande question de réflexion. Et à l'intérieur de cette grande question-là, et c'est là que vous voyez là, à la gauche, la petite case en haut, donc question de réflexion, on a une grande question pour le module. Et ensuite, on a ce qu'on appelle des sous-questions, donc des questions qui vont permettre de réfléchir un peu plus précisément et qui vont amener l'élève à penser à sa grande question. Donc, c'est le fonctionnement de ce qu'on appelle en cascade. Si vous allez à la droite, si vous regardez à la droite de l'écran, vous avez plus précisément le contenu. Donc, à la gauche, c'est la grande question. Ensuite, il y a des petites, oui, merci, il y a des petites questions. Et dans chacune des sous-questions, il y a des activités que l'élève doit faire. Donc, à la droite, ce sont les activités que l'élève doit faire. Donc, ici, trouve 5 chansons francophones, dont au moins une chanson franco-ontarienne. Donc, c'est la série d'activités que l'élève a à faire. Quand l'élève va avoir fait ces 3 activités, ici il y en a 3, des fois il y en a 4, des fois il y en a 5, ça dépend là, vraiment. Quand l'élève va avoir fait ces 3 ou 4 activités-là, l'idée, c'est qu'il devrait ou elle devrait être capable de répondre à la sous-question. Donc, celle-ci, par exemple, c'est notre sous-question. Et quels sont les 3 principaux arguments qui justifient ton choix de l'injustice sociale ciblée? Donc, là, c'est sûr qu'il y avait une injustice qui a été ciblée auparavant. Donc, ça, c'était cette question-là. Et en ayant fait les 3 activités qui sont en dessous, l'élève devrait être capable de répondre à cette question-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle justement le développement en cascade. C'est en faisant les morceaux plus petits, il va remonter et il va pouvoir répondre à sa sous-question. Et une fois qu'il va avoir fait tout ça, donc les 4 questions qui sont à la gauche ici dans votre écran, il devrait avoir toute l'information, il devrait avoir fait des recherches, il devrait avoir acquis tout ce dont il a besoin pour répondre à la grande question du module là, qui est indiqué plus haut, là, qui est très petite ici à l'écran, mais qui est indiqué plus haut. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle, nous, le développement de la pensée critique là, en cascade. Donc, c'est le développement en cascade pour susciter la pensée critique. Et la plupart de nos cours en ligne sont bâtis sous le même format, exactement sous ce format-là. Ce que nous, on appelle l'ancienne génération, donc ça veut dire ceux qui ont été faits il y a un peu plus de 5 ans, sont pas tout à fait sur le même format. Bien entendu, on évolue au format, mais ceux qui sont faits depuis 4-5 ans sont vraiment sous ce format-là. Et encore une fois, on continue d'évoluer et on ajoute certaines choses, donc je vais vous en parler un petit peu après. Mais on garde quand même le même format. Les cours en ligne sont déposés sur la plateforme D2L, Desire to Learn. Est-ce que ça s'écrit, juste pour que je l'écrive dans le clavardage, c'est D2L que tu as dit, Joanne?
Oui, D avec le chiffre 2L, OK. ou au long, c'est Desire to Learn. C'est la plateforme que nous, on utilise, qui est en Ontario, c'est le ministère de l'Éducation de l'Ontario. C'est la plateforme qui a été choisie là, par le ministère pour l'ensemble de la province ici. Donc, donc ça, c'est vraiment le contenu là, du cours, donc ce qu'il y a à l'intérieur, puis la façon dont on pense, puis on amène l'élève ici. Au niveau de, c'est bien, quel est le niveau d'autonomie visé? C'est bien ça la question, Marie-Pierre? Donc, en général, ici, nous, quand on crée le cours, c'est créé pour être donné par l'organisme, justement, le Cavelfo, qui donne ici, en Ontario, qui livre les cours en ligne. Donc, il y a un enseignant ou une enseignante en ligne qui suit les élèves qui sont inscrits au cours en ligne. Donc, il y a une rétroaction qui est donnée de leur part, mais l'élève est vraiment appelé à devenir très autonome dans la réalisation de ces tâches-là. C'est certain qu'on bâtit, et plus on y va, plus on bâtit différents outils qui permettent à l'élève de devenir autonome, puis de bâtir justement cette autonomie-là. Par contre, il y a un appui, l'enseignant est là. Donc, c'est fait pour être livré dans un contexte de cours en ligne où il y a un enseignant de l'autre côté de l'écran qui répond à tes questions aux besoins et qui te donne de la rétroaction au niveau des travaux que tu fais, que tu soumets et de tes interventions là, dans le forum de discussion, donc des commentaires que tu donnerais. L'autoportance au niveau du contenu, on vient de commencer, donc cette année, on a vraiment davantage mis l'accent sur l'autoportance des modules d'un cours en ligne. Les anciens cours qui ont été créés, certains cours sont beaucoup plus autoportants que d'autres. Ça veut dire que pour nous, en tout cas, si on a la même définition, là, ou juste pour définir l'autoportance de notre côté, c'est vraiment que chaque section, donc ici, par exemple, dans un cours qui est souvent divisé en modules, si je veux utiliser la terminologie qu'on connaît peut-être davantage, chaque module pourrait être fait à n'importe quel moment dans l'ordre décidé par l'apprenant. Donc, si, par exemple, l'apprenant veut commencer avec ce que nous, on dirait module 4, il pourrait commencer par module 4, il pourrait faire 4, 3, 1, 5, 2, il pourrait faire 1, 2, 3, 4, 5, il pourrait faire 3, 1, 5. Donc, on est vraiment en train de travailler vers un modèle où chaque ressource, donc chaque section, chaque module est autoportant, donc vraiment le cours en soi est autoportant. Donc, quand l'élève entre dans cet environnement-là ici, ce que vous voyez en bas, à la gauche en bas, c'est un exemple de ce qu'on appelle une page d'accueil. Donc, c'est là où l'élève, en bas à gauche, c'est là où l'élève entre dans son cours et c'est ici où va avoir l'organisation du cours. Donc, c'est comme ça qu'il va pouvoir décider comment naviguer dans son cours. Et ici, ce que nous, on fait, et là, tu peux passer à la prochaine diapo. Je ne sais pas, est-ce que la question, je n'ai pas vu la question. Ce qu'on demande, c'est comment peut-on développer la collaboration et le travail d'équipe quand les cours sont portants? Est-ce possible? C'est possible, mais c'est difficile. Je vais être honnête avec vous. On utilise beaucoup l'outil qui vient avec la plateforme des 2L, donc le forum de discussion, lequel les élèves sont amenés à partager entre eux. Donc, on va mettre une question de réflexion. Par exemple, l'élève va répondre à la question et on invite les autres élèves à interagir. Donc, il y a cette interaction-là. Ce qu'on fait aussi beaucoup depuis quelques années, c'est jumeler cette façon de faire-là. Donc, ce qui est dans la plateforme, là, qui est vraiment un Learning Management System. On travaille en parallèle avec une suite infonuagique, donc soit Google ou soit Microsoft, dépendamment.
Et puis, on invite les élèves à travailler de façon collaborative. C'est sûr qu'ici, dans ce contexte particulier de cette ressource-là, les élèves souvent suivent ce cours-là de façon asynchrone, donc à des moments différents dans la journée, mais on va les inviter à se regrouper à certains moments ou à travailler sur un travail de façon collaborative à l'aide des outils de collaboration d'une plateforme nuagique comme par exemple Google. Donc, faites faire un travail d'équipe en utilisant un document partagé Google, par exemple. Donc, ça, ce sont les façons dont on commence à exploiter un peu plus pour amener davantage de collaboration et de communication là, entre les élèves ou les apprenants. Je vais passer à la prochaine. J'espère que ça répond à votre question. Donc, comme je vous disais tantôt, au niveau des cours modulaires, donc des cours en ligne, des cours de type modulaire, et c'est une stratégie que vous allez voir qu'on aurait utilisée aussi dans d'autres ressources, on utilise une vidéo d'introduction. La vidéo d'introduction se présente au début du cours, donc complètement lorsque l'élève ou l'apprenant, parce qu'on le reprend tantôt dans d'autres formats, entre dans le cours, dans la ressource, dans la formation. Il y a la vidéo d'intro qui est essentiellement un élément déclencheur, un élément pour piquer la curiosité de l'élève, pour pousser sa réflexion par rapport aux sujets qui vont être abordés dans le cours ou dans la formation, dans la ressource. Donc, c'est un élément qui est quand même assez onéreux au niveau du temps, au niveau de l'argent à créer, mais c'est un élément qui vraiment immerse un petit peu, si je peux dire, l'apprenant dans ce qui en vient, dans l'apprentissage qu'il va avoir à faire dans les prochains, dans ses prochains cours ou dans les prochaines sessions qui va suivre. Donc, je vais prendre une petite pause à ce moment-ci pour vous laisser la chance d'aller voir une des vidéos d'introduction qu'on a créées. Ici, c'en est une de science au niveau de la protection de l'environnement. Mais on a une de nos dernières vidéos d'introduction qui a gagné un prix. C'est une vidéo d'English. Donc, vous avez le communiqué de presse et dans celle-ci, on a la vidéo d'introduction dont je vous parle. Donc, je vais quand même vous laisser la chance de la regarder. C'est pas très long. Habituellement, c'est 2 minutes à peu près. C'est ce qu'on vise. Puis, ça vous donne une idée au niveau du graphisme, au niveau de la production d'éléments multimédia. Qu'est-ce qu'on fait ici au centre, puis qu'est-ce que ça... et puis, pourquoi on le fait? C'est vraiment pour susciter l'intérêt des élèves ici. Si je partage ça comme ça devrait fonctionner pour tous. Parfait, merci.
je ne sais pas pour les autres, mais moi, cette vidéo-là vient de me faire un bien fou. Donc, il y a deux questions. Il y a deux questions dans le clavardage. C'est est-ce que les vidéos sont créées à l'interne ou vous embauchez un artiste? Ou si c'est à partir de quel outil? Donc, oui, les vidéos sont créées à l'interne. Donc, on a la narration ou la scénarisation des vidéos se font par notre équipe. Donc, l'équipe de conception en collaboration avec l'expert de matière et notre expert. Donc, on a une personne là, qui fait strictement de la vidéo. Donc, Étienne, qui son travail est de créer justement les vidéos. L'outil qu'il utilise, ça, c'est une bonne question. Il faudrait que je lui demande. Je ne suis pas certaine. Donc, je pourrais lui demander, puis on pourrait vous le partager. Là. Donc, oui, c'est fait à l'interne. Une fois qu'on a l'idée puis que la scénarisation est faite de ce que nous, on voit par rapport au contenu du cours ou de la ressource, c'est vraiment Étienne qui crée les vidéos à partir de là. Donc, et comme vous avez vu, à la fin de la vidéo, il y a toujours une question. Donc, ça, souvent, ça va être la question du cours là, qui va vraiment lancer les gens ou les élèves ici. C'est dans leur apprentissage. Ensuite, je peux le laisser ici, c'est correct. Tu peux retourner à... Merci. Donc, ensuite, ce que nous, on appelle les éléments déclencheurs. Donc, je vous ai montré tantôt là, un petit peu l'arborescence et la cascade au niveau de la pensée critique. Donc, au niveau, pour qu'on se retrouve, qu'on se comprenne, là, je vais utiliser le mot module. Au niveau du début de chaque module, en plus de la vidéo d'intro qui est vraiment l'introduction au cours au complet ou à la ressource au complet, en plus, pour chaque module, on va créer un petit élément interactif qu'on appelle un élément déclencheur. Celui-ci peut être représenté, donc ici, vous avez là, des images qui sont davantage des storylines, ce qu'on utilise, qu'on crée. Et puis, l'élève va pouvoir naviguer. Des fois, ça peut être infographie qui va donner de l'information. Des fois, c'est plus différentes sections comme celle du bas, là, où, à gauche, où il y a les anciens combattants, les peuples autochtones, les réfugiés de guerre. On appelle ça un reportage où on va donner de l'information, puis on va cliquer sur chacune des sections. Et puis, l'élève va avoir un petit peu d'information qui va lui être donnée. Encore une fois, on garde en tête ici que ce sont, comme le nom le dit, là, éléments déclencheurs, c'est vraiment pour susciter la réflexion de l'élève, l'accrocher peut-être par rapport à ce qui s'en vient, piquer sa curiosité. Donc, on a toujours un de ces éléments-là qui vient s'inscrire au début de chaque module. Et puis, encore une fois, c'est une stratégie qu'on utilise dans d'autres ressources, principalement. Là, tantôt, je veux te parler de quelques-uns de nos cours universitaires qu'on a créés. Donc, on reprend ce même modèle-là par rapport à déclencher, débuter ou mise en train ou contextualisation, appelez-le comme vous voulez, là, de l'apprentissage. Alors, on passe à la prochaine. Donc, ce que je viens de vous présenter, c'est comme un petit peu je vais le dire, notre moule. C'est vraiment, de façon générale, ce qu'on utilise pour créer les cours en ligne. Mais on essaie, comme nous tous, hein, de trouver d'autres façons, différentes façons d'engager les apprenants, de diversifier un petit peu, de donner une nouvelle vie à nos ressources. Donc, ce qu'on a fait, tu peux changer de diapo si tu veux, Kim, s'il te plaît. Donc, je vous ai parlé un petit peu tantôt, donc à la droite de votre écran, des cours de géographie qu'on a créés il y a quelques années, donc au niveau des univers, un petit peu plus immersifs, où on a une maquette graphique qui est beaucoup plus élaborée, dans laquelle l'élève peut se promener et cliquer les différents environnements. Donc ici, c'est les différents endroits du monde pour aller explorer ces endroits-là. Et quand justement on clique sur, par exemple, l'Irlande, vous avez en bas de l'écran, là, donc là, on avait créé des genres de missions. Donc, il y avait 3 ou 4 missions par
par endroit, et puis là, l'élève avait son travail à faire dans sa mission. Donc, c'est un genre d'environnement un peu plus gamifié, si on peut dire, un peu plus immersif, avec beaucoup plus de visuels, c'est comparativement à ce que je vous ai montré tantôt, qui est quand même assez de base là, au niveau de la disposition. Donc ici, on est beaucoup plus poussé dans le concept graphique. On est en train justement en ce moment de créer un univers un petit peu semblable pour une formation, pour un cours de formation pour les enseignants et les enseignantes, donc où on essaie de répliquer un petit peu un univers un peu plus immersif. Puis un autre pour un cours au niveau de supporter l'apprentissage en ligne, donc d'aider les élèves qui vont prendre des cours en ligne pour la première fois dans un environnement encore un petit peu du même genre, donc où le graphisme est beaucoup plus élaboré et où on essaie vraiment de conceptualiser quelque chose qui est beaucoup plus au niveau du jeu, ici, comme celui-ci. Ce qu'on a fait aussi, ça c'est à la droite, non, à la gauche de votre écran. Donc, vous voyez en haut, on a la méthode scientifique et puis en bas, vous voyez le genre de quadrillé. Là. On a commencé à ajouter différentes zones. Donc, ici, c'est dans les cours de sciences qu'on a fait ces premières expériences-là, si je peux dire, au niveau de fournir une boîte à outils. Donc, tout ce que les élèves auraient besoin là, donc, pour être capable de réussir le cours. Donc, on a rajouté cette partie-là. On a aussi, si tu passes à la prochaine diapo, on a aussi exploré un peu plus de réalité virtuelle. Donc, on le fait dans les cours de sciences. On a aussi fait quelques-unes auto-formations qui sont destinées aux enseignants et aux enseignantes qui sont en service présentement là, dans les écoles de l'Ontario. Donc, d'ajouter quelques vidéos de réalité virtuelle. Donc, vous avez un lien que vous pourrez consulter là, quand vous aurez un moment pour revoir le tout, ou vraiment dans le contenu de ce qu'on donne à l'élève, il y a une visite. Ici, il y a je pense celui-ci particulièrement, c'est une voiture qui a un accident, une voiture de course qui a un accident. On a aussi une visite d'une salle MRI, là, donc de tout le fonctionnement de la façon. Donc, il y a différents éléments de cette façon-là où on peut vraiment amener l'élève dans cet environnement-là pour qu'il puisse vraiment mieux comprendre. Avant que quelqu'un pose la question, on a créé quelques-uns ici au centre. C'est très, très, très long à faire. Donc, on a fait un avec un drone qui se promène. Donc, celui-là, on l'a créé à l'interne. Mais on se rend compte que ça demande beaucoup de ressources aussi et beaucoup de temps. Donc, tout ce qui est réalité virtuelle, si vous trouvez ailleurs, il y a quelques beaux sites qu'on a trouvés au niveau de sciences particulièrement. Donc, on est allé chercher ces éléments-là puis on les a inclus dans nos ressources. Donc, ça, c'est un autre aspect qu'on essaie d'exploiter un petit peu plus de comment on va être capable d'ajouter cette réalité virtuelle-là dans nos ressources. Bien sûr, là, dans certaines de nos autres ressources, on a les codes QR qu'on met en vie et tout ça, mais on veut aller plus loin là, au niveau de vraiment amener l'élève dans un environnement pour qu'il soit capable de le voir s'il n'est pas capable d'y aller lui-même. Une autre stratégie qu'on a développée, c'est ce qu'on appelle la zone d'expert. Donc, c'est ça à la droite. C'est essentiellement une façon pour d'être mis en contact avec des personnes qui ont plus d'expertise. Donc, nous, on fait les démarches pour rejoindre des gens qui ont de l'expertise dans le domaine de la ressource, du contenu du cours et on crée un endroit où les apprenants peuvent communiquer avec ces personnes-là tout au long du cours. Donc, c'est une façon aussi de pouvoir répondre à leurs questions sans nécessairement passer par l'enseignant, d'avoir de l'information un petit peu plus peut-être spécifique sur des sujets plus spécifiques qui seraient plus reliés au domaine d'expertise de cette personne-là. Donc, on a créé ces zones-là dans quelques-unes de nos ressources dans la dernière année. Ça demande de notre part de trouver des personnes, évidemment, qui sont prêtes à donner un peu de leur temps, puis à avoir leur nom dans la zone d'experts, et puis d'organiser cette communication-là.
c'est très intéressant. Ça devient aussi très motivant parce que là, tout à coup, tu as accès à quelqu'un d'autre qui peut donner de l'information. Donc, c'est vraiment une petite stratégie qu'on a rajoutée qu'on commence à utiliser, qui a encore du potentiel puis qui a été bien reçu aussi sur le terrain. Si on passe à la prochaine diapo. Donc, et une autre, donc là, une autre stratégie, je veux dire, ou une autre façon de conceptualiser qu'on a utilisée. Ici, c'est une clientèle complètement différente, qui est complètement différente. C'est vraiment les cours, ce qu'on appelle les CAL, donc les élèves qui peut-être ne suivront pas les cours universitaires ou collégiaux. Donc, il fallait un modèle qui était beaucoup plus accessible, qui était beaucoup plus facile à naviguer que le modèle que je vous ai présenté plus tôt, là, qui est comme notre modèle de base. Donc, ici, on a utilisé des tuiles thématiques. Donc, on a fait un cours de mathématiques, un cours de français, dans lequel on a vraiment ciblé les thématiques et on a jumelé le contenu à ces thématiques-là, ce qu'on a fait dans quelques-uns de nos derniers cours aussi. Et à ce moment-là, on a vraiment fait une présentation qui était un petit peu différente. Vous voyez à la droite où on a utilisé des encadrés et l'activité, on explique l'activité, l'élève clique sur l'encadré et puis on lui donne une petite série d'activités en étapes. Étape 1 fait ci, étape 2 fait ça, étape 3 fait ça. Donc, beaucoup plus simple, non, pas basé sur la cascade de pensée critique. C'est une différente façon de présenter pour rejoindre justement un groupe qui est différent, une clientèle différente. Il y a une question dans le clavardage, Joanne. Pour Oui. vos ressources externes, quelle est votre formule pour la rémunération? On parle de quelles ressources externes? Est-ce qu'on est capable de préciser? C'est Sandra Enfield. D'après moi, de ce que je comprends, ça doit être les vidéos, les trucs comme ça. Elle pourrait peut-être spécifier dans le clavardage. Zone d'expert, je crois. Zone d'expert. C'est vraiment une négociation entre l'expert et les gens ici au centre là, qui s'occupent plus du budget. Donc, c'est plus du 1 à 1 dans ce cas-là. OK, c'est les ressources d'experts qui répondent aux questions des élèves. C'est ça, oui, exactement. Donc, c'est une entente qu'on a. On a quand même plusieurs personnes qui le font gratuitement. Juste parce que c'était intéressant pour eux de servir de modèle à ces élèves-là ou à ces étudiants-là. Puis sinon, il y a des ententes qui se font à l'interne là, entre les deux parties. Bon. Alors, si tu veux passer à la prochaine, enfin, on peut passer... Tu peux passer tout de suite à l'autre, qui est le visuel. S'il te plaît, merci beaucoup. Donc, celui-ci, je voulais vous le montrer aussi parce que on l'a repris beaucoup. Je vais vous parler un petit peu des cours au niveau universitaire qu'on a créés là, pour certaines des universités avec lesquelles on travaille. Donc, c'est un modèle qu'on a repris pour eux aussi. C'est un modèle qu'on a créé plutôt pour les 11e et 12e années. C'était des parcours d'apprentissage beaucoup plus ponctuels. Donc, au lieu d'avoir un cours qui est d'un semestre, donc une ressource qui est beaucoup plus longue. Ici, c'est une ressource qui est beaucoup plus courte, donc on parle de 2 à 3 semaines de travail et qu'on a créé sous un modèle semblable, mais quand même un petit peu différent. Donc, ici, on présente toujours de prime abord la tâche d'évaluation sommative ou ce que l'apprenant a à faire en bout de ligne. Et ensuite, on lui donne des tâches d'évaluation. Donc, si on retourne à la gauche, on lui donne des tâches d'évaluation formative qu'il doit faire pour être capable d'avoir les habiletés, les connaissances, les compétences nécessaires pour être capable de faire sa tâche d'évaluation sommative-là. Donc, vous retrouver le modèle de la cascade de tantôt où on donne les habiletés puis on remonte pour être capable de faire la tâche formative puis ensuite la tâche sommative, mais disposée un petit peu différemment. Et les questions qui sont présentées
de façon plus succincte, si je peux dire, puisque c'est plus court comme parcours d'apprentissage. Donc, c'est une autre façon de faire qu'on utilise, qu'on a bâti là, par rapport à ça. Ensuite, si on passe à la prochaine. Donc, on a eu la chance de travailler avec quelques modèles. Donc, ici, on a travaillé sur 2 différents modèles. Un modèle qu'on a utilisé pour un cours universitaire de 3 semaines. Donc, c'était 3 semaines où l'étudiant se présente le matin et va être en ligne pendant la matinée et l'après-midi est en travail autonome. Et le même cours est suivi de façon intensive pendant 3 semaines. Donc, l'étudiant suit seulement un cours pendant 3 semaines et son attention est strictement sur ce cours-là. Donc, le modèle est que l'élève se branche dans la plateforme en ligne de l'université et va avoir un cours en ligne avec un enseignant, avec la caméra, donc un peu comme on a en ce moment, là, si j'avais ma caméra. Donc, un cours de ce type-là. Et puis ensuite, on donne du travail autonome à l'étudiant pour l'après-midi, pour la charge de travail qu'il doit faire en après-midi. Et le matin, le lendemain, il revient. Donc, c'est ce modèle-là qu'on a bâti. Et ce que nous, on avait à faire, c'était vraiment de créer en parallèle ce que l'enseignant allait présenter et allait faire avec l'étudiant le matin dans la plateforme, donc activité d'oration, partage entre étudiants, puis ensuite lui dans la plateforme de l'université qui est Moodle pour eux, donc de lui donner le travail qu'il avait à faire pour l'après-midi. Donc, si tu passes à la prochaine diapo, juste parce que c'est un petit peu plus visuel, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est vraiment, encore une fois, comme j'avais répondu à la question de tôt, on a vraiment marié la plateforme qui, pour eux, était Moodle et Google, qui était leur info nuagique, et intégrer les activités de collaboration dans Moodle à l'aide des documents collaboratifs de Google pour le matin. Donc, on avait une structure où le professeur allait donner certaines informations. On avait des activités un petit peu plus interactives de questionnement. Et ensuite, il y avait un document collaboratif dans lequel il travaillait. Donc, c'est comme ça qu'on a monté chaque matin, donc chaque 12 matins là, du 3 semaines parce qu'ils font 12 cours plus l'examen final. Et ensuite, l'après-midi, tout était dans la plateforme. Donc, dans Moodle, on donnait à l'élève ou à l'étudiant, plutôt ici, tout ce qu'il y avait à faire pour cet après-midi-là en préparation du lendemain. Ça, c'est un modèle très, très intéressant qui nous a permis de vraiment penser à comment ajouter de l'interactivité justement dans la présentation parce que la présentation du matin est dans le même format qu'on a en ce moment. Donc, il y avait 2h30 à faire comme ça avec les étudiants. Donc, on a pu rajouter justement dans les éléments interactifs que je vous ai montrés plus tôt, des petits quiz, vraiment maximiser l'utilisation de Google pour la collaboration, donner des temps de réflexion aussi, du travail seul avec des commentaires à donner dans Google. Donc, de vraiment aller chercher tout ce qu'on pouvait trouver comme façon d'animer un peu ce 2h30-là ensemble dans la plateforme pour ensuite donner des activités qui étaient plutôt individuelles et qui se corrigeaient elles-mêmes ou que l'étudiant ramenait le lendemain matin. C'est un autre modèle intéressant. Et finalement, je vais vous parler de nos auto-formations. Donc, les auto-formations qu'on a créées au CFORP, qui est maintenant le Centre Franco, mais si vous allez sur le lien, donc je vais mettre le dernier lien. Vous pouvez aller voir en même temps que moi. Et voilà. Donc, ceux-là sont publics, donc sont disponibles à n'importe qui là, partout. Donc, vous allez pouvoir y accéder aussi. Donc, ici, vous avez une série de ce que nous, on appelle les auto-formations. Ça veut dire que ça se fait de façon autonome. Il n'y a personne qui gère ces ressources-là au niveau de la rétroaction ou de donner
de donner justement une rétroaction ou un retour aux apprenants. Ça a été créé pour les apprenants, donc des adultes, c'est pour les enseignants et les enseignants qui sont en service en ce moment en Ontario et c'est pour leur développement professionnel. Et c'est vraiment dans l'idée d'un développement professionnel qui est à leur rythme et quand ils le veulent. Donc, c'est pour eux disponible et tu peux suivre les différents sections, c'est pas des modules. J'ai vu que tu es rentré dans le site, on aurait pu en ouvrir une. C'est bâti un petit peu différemment. Si tu veux, on peut prendre le temps là, juste d'aller en voir une ensemble. Oui, je vais y aller. Puis pendant ce temps-là, il y avait une question qu'on Oui, a échappée qui était, je on a pense, manqué. OK. ouais, je pense plutôt pour l'autre avant. C'était pour le type de cours, il y avait Moodle. Il y avait aussi une plateforme de communication pour établir le lien avec l'enseignant et les apprenants. Quelle était cette plateforme? Il y a Moodle et aussi une C'est plateforme de peut-être là, dans la communication. période en présence le matin, là, quelque chose encore virtuel. Oui, c'est ça. En fait, c'était Zoom. OK, c'est bon. Oui. Donc, il y avait un mélange, c'est ça, de Moodle, de Zoom et de Google. Donc, les apprenants, oui, c'est ça. Je ne sais pas dans Se laquelle tu veux que rencontraient. j'entre. Vas-y, à ton goût. N'importe quel, ça fonctionne. D'accord. Alors, on est dans la différenciation pédagogique. OK. Donc, outre la dernière, celle avec l'arbre, qui est plus la sensibilisation là, aux apprenants de la langue française, qui est un site web. Nos auto-formations sont vraiment sous ce format-là, donc où on a différentes capsules. La capsule peut être plus une vidéo. Elle peut aussi être un élément interactif. Donc, parfois, si tu démarres ici, ça va partir puis ça va aller d'un bout à l'autre. Donc, c'est plus genre vidéo sur la thématique que tu vois à la gauche. Parfois, c'est aussi plus cliquer, donc c'est ce qu'on appelle un storyline, si vous êtes familier avec ce format-là, donc où on donne une information, là, ici, c'est une auto-exemple, donc tu cliques et là, tu peux choisir ta réponse, tu peux répondre, donc ici, il va y avoir à la fin, tu vas avoir un résultat quelconque. Donc, on a une variété d'éléments interactifs comme ça, mais on a toujours un élément interactif pour chacun avec des documents d'appui et parfois quelques ressources. Donc, on a divisé notre contenu en différentes sections, ce que vous voyez à la gauche, et avec pour chaque section, on a développé cet élément-là pour amener l'information ou le contenu qu'on voulait apporter aux gens par rapport à ça. Donc, ça, c'est, encore une fois, c'est vraiment fait pour être fait de façon autonome. Donc, tout est soit que ça se corrige toute seule dans le sens où c'est des quiz, c'est des auto-évaluations. Si tu veux aller dans la dernière, là, pour une pédagogie sensible et adaptée à la culture, c'est un format un petit peu différent. Merci, Kim. Donc, c'est toujours bâti de cette façon-là pour que l'enseignant puisse, ou le conseiller pédagogique, ou la direction d'école, les gens qui pourraient être intéressés à cette formation-là, aient le plus d'informations possible, le contenu. Donc ici, c'est celui-là, on vient de le sortir en septembre, si je me souviens bien. Donc, c'est un petit peu un format un peu différent, où on a beaucoup plus de tournage aussi. Donc, vous allez avoir des entrevues. On en voit une ici à la droite. Où ce sont des gens qui nous parlent de leur expérience ou qui nous partagent certaines choses. Donc, on a des entrevues sur le terrain, on a des entrevues avec des experts. Donc, c'est une autre façon de présenter ici notre auto-formation par rapport à ce sujet-là. On a une question. Combien d'heures ou semaines de travail pour créer une de ces capsules d'auto-formation? Quand tu parles de capsule, peux-tu préciser comme toute l'auto-formation ou une section seulement? Moi, j'aurais tendance à penser toute l'auto-formation, là. Toute l'auto-formation. Donc, une auto-formation que vous voyez là, c'est difficile à quantifier juste comme ça, là, mais c'est au moins 250 à 300 heures de travail de conception et de rédaction, plus la médiatisation. Oui.
un très, très gros travail d'équipe avec plusieurs équipes qui sont impliquées. Donc, encore une fois, le processus dont je vous ai parlé en début de présentation, là, au niveau du processus de construction, donc l'immersion, l'interprétation. Donc, on fait ça pour chacune des ressources ici. Donc, même nos auto-formations, là, c'est tout fait sur le même format au niveau de partir le projet. Donc, on passe à travers toutes ces étapes-là. Puis ensuite, nos groupes d'experts, la rédaction, la médiatisation, la révision linguistique. Donc, on a tout ce processus-là. Donc, oui, un gros travail d'équipe et un gros travail de collaboration, surtout pour les auto-formations qui sont un petit peu différentes parce que on a un travail de médiatisation. Je vais répondre aux questions là, quand je vais avoir fini. On a un travail de médiatisation qui est assez poussé. Donc, beaucoup de collaboration entre nous, les concepteurs, conceptrices pédagogiques, pour pousser pour vraiment bien encadrer la rédaction pour que nos programmeurs puissent bien faire leur travail, puis le design, tout le design graphique aussi qui vient derrière tout ça, là aussi. Donc, oui, gros travail d'équipe. Vous voyez, moi, j'ai les 2 auto-formations sur lesquelles j'ai travaillé plus particulièrement, donc très impliquée, là, j'étais la lead. Ça a été une était 6 mois, l'autre était 4 mois, mais c'était très, très, très intense, celle-là. Habituellement, on ne fait pas juste travailler sur ce projet-là, là, on a d'autres projets à côté, mais pour que le processus se suive, puis pour que les étapes puissent être faites une à la fois. Donc, là, on rédige, après ça, on fait réviser. Ensuite, on s'en va en médiatisation. Ensuite, on fait la révision. Donc, pendant que quelqu'un d'autre travaille sur autre chose, c'est au moins 6 mois. Là. 6 mois, c'est très réaliste et ça prend à peu près au moins 150 heures avant la médiatisation, absolument. Si on pense de immersion, donc de la séance du début d'immersion à la conceptualisation de ce qu'on va faire comme ressources, à la macro planification, à la rédaction, à la révision pédagogique, donc de revoir ce que les rédacteurs ont fait pour s'assurer que ça se suive, qu'il y ait un bon flow, moi j'appelle souvent, là, puis ensuite une révision linguistique avant la médiatisation, donc 150, c'est sur le bas, peut-être même 200. Oui, exactement. Donc, il y a diverses capsules. Dans les diverses auto-formations, vous allez voir, comme celle sur la grammaire nouvelle, c'est des tournages en salle de classe où on voit ce que les élèves font, on voit ce que l'enseignant faisait et c'était du modelage aussi de stratégie d'enseignement à faire. Donc, ça, c'est celle sur la grammaire nouvelle. Il y a beaucoup de tournages, beaucoup d'entrevues. Celle sur la différenciation pédagogique, c'est beaucoup plus des éléments interactifs, là, comme on a vu. C'est celle qu'on a explorée, donc un peu différent comme format. Celle sur les compétences globales, c'est beaucoup de tournages aussi, d'entrevues. Moins de témoignages écrits, questionnaires, petites activités interactives où tu cliques un choix puis tu vois qu'est-ce qui arrive si tu cliques ce choix-là. Au niveau de la mentalité de croissance, on en a beaucoup de ce genre-là, là, de genre si tu fais ça, qu'est-ce qui arrive? Clique ici, clique là. Si tu cliques là, voici ce qui arrive, qui pourrait arriver. Donc, on a ce genre-là aussi. En ce moment, aucune de nos auto-formations sont des formations vivantes. Une fois que le projet est fini, donc on n'y retourne pas. Quoique parfois, on a une demande de revenir puis de revoir certaines ressources. Ça, on ne sait pas avant que la demande nous vienne. Ici, ce sont des ressources qui sont financées par le ministère de l'Éducation de l'Ontario. Donc, la demande de travail vient d'eux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, partager avec vous nos façons de faire, comment on aborde un nouveau projet, comment on commence la conceptualisation de nouvelles ressources, puis nos différentes façons de fonctionner. J'aurais aimé pouvoir vous présenter toutes les autres ressources qu'on fait au niveau de tout ce qui était, de tout ce qu'on fait au niveau du numérique pour des ressources plus petites, mais en 1 heure et quart, on peut seulement faire tant. Puis c'est vraiment ici au niveau de l'apprentissage à distance, c'est vraiment nos ressources principales et nos façons de fonctionner. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient d'autres questions
supplémentaires, mis à part celles qui avaient été posées dans le clavardage qu'on a traitées en direct? Vous pouvez prendre la parole librement. Je vous rappelle que l'enregistrement de la rencontre est toujours disponible sur la page YouTube du REFAD, habituellement 1 à 2 jours après. Puis aussi, je vais envoyer par courriel aux personnes présentes ou encore à la personne ressource de votre institution le formulaire pour l'évaluation d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a des questions qui vont apparaître? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, c'est Charles, ici Charles Lamarche. Alors, merci beaucoup, c'est une excellente présentation. C'est moi qui ai marqué le commentaire au sujet d'auto-formation sur la pédagogie sensible et adaptée à la culture. C'est un projet auquel je travaille présentement dans sa deuxième phase. Donc, dans cette phase ici, on ajoute des capsules qui proviennent de tournage dans des écoles et en plus de certaines capsules écrites. C'est pour ça que ce que je disais simplement, c'est que les capsules, il va y en avoir 8 ou 9 qui vont être ajoutées en tout, et elles vont être ajoutées au fur et à mesure qu'elles sont disponibles. Et on parle présentement… C'est ça, dans le cadre de la phase 2 de ce projet-là. Parfait, merci Charles. Oui, et on parle aussi possiblement d'avoir une troisième phase, donc ça risque de se poursuivre. Alors, ce que je voulais simplement dire, le point, c'était que si vous le tournez peut-être dans quelques mois, il va y avoir des capsules qui n'existaient pas avant et ça pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Merci. Parfait, merci Charles. Merci. On mentionne que Étienne, étant, j'imagine, celui qui conçoit vos vidéos, utilise Illustrator et After Effects pour créer les vidéos. Parfait. La vidéo qui nous a fait tant de bien. Parfait. Donc, j'attends quelques minutes à voir s'il n'y aurait pas d'autres questions. Ça semble bon, Joanne. Ça va de mon côté? Oui, je te remercie beaucoup de ta participation. Les commentaires sont très bons dans le clavardage, donc c'est toujours très inspirant de voir ce qui se fait ailleurs aussi. Très beau graphisme en passant. Oui, votre conception graphique est excellente. Vous passerez le mot à ceux qui le font. Merci. Oui. Absolument. Oui. Donc, parfait. Donc, merci beaucoup. Ça, c'est pas moi. Ça, je le dis tout de suite, c'est pas moi. Dans une autre vie, j'en faisais. Fait que quand je vois des belles choses, je le dis. Donc, merci beaucoup. Puis, pour l'atelier de la semaine prochaine, là, ceux qui sont inscrits vont recevoir les infos par courriel. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous souhaite toute une superbe journée. Merci beaucoup, Joanne. Merci à toi, Kim. Oui. Parfait.